L'orage en mer a toujours été ma hantise. Je sais que c'est aussi le cas pour beaucoup d'entre vous. En effet, la foudre qui frappe un navire provoque souvent des avaries. Électronique grillée, gréement ou coque endommagée, incendie ou plus grave encore, la mort de l'équipage. Cette épreuve, Catherine et Guy l'ont vécue au cours d'une croisière aux Baléares. C'est leur histoire que je vais vous conter aujourd'hui. Nous sommes à bord du TAC, un Oceanis 45. Il est récent et parfaitement entretenu. Bien qu'habitant à 1000 km de son port d'attache, Guy, son skipper, navigue régulièrement à son bord avec des amis ou des proches. TAC est son troisième voilier, car au fur et à mesure que la famille s'est agrandie, Guy et son épouse Catherine ont bien dû s'adapter. Leur première navigation avec leurs enfants se faisait sur des bateaux de location. C'est comme cela qu'ils ont attrapé le virus de la croisière familiale. Par la suite, ils ont acquis un Oceanis 37, puis un Oceanis 41. Et c'est à leur bord que chaque année, traditionnellement, les enfants de Guy et Catherine, accompagnés de leurs conjoints, rejoignent leurs parents pour une semaine de navigation côtière. C'est à chaque fois l'occasion de visiter de nouvelles régions et de passer de bons moments en famille. Ils cabotent de crique en crique et s'arrêtent le soir venu dans les mouillages magnifiques. Cette année, la destination de la croisière familiale est Ibiza, la seule île des Baléares qu'ils n'ont encore jamais visitée. Le vendredi 3 août, le TAC quitte le Cap d'Agde, son port d'attache, en direction d'Ibiza. La traversée de 2 jours se passe sans histoire et sans vent, mais néanmoins, elle est ponctuée de belles rencontres avec des dauphins et des globicéphales. Le 5 août, ils arrivent en vue de l'île d'Ibiza. Les 10 jours suivants sont partagés entre cabotage, baignade et visite des sites merveilleux qui jalonnent l'île. Mais bientôt, il est temps de rejoindre la marina d'Evissa, qui a l'avantage d'être très proche de l'aéroport où toute la famille, excepté Catherine et Guy, doit reprendre un avion pour rentrer en France. Le couple, quant à lui, dispose encore d'une bonne semaine pour retourner au Cap d'Agde. Tout d'abord, ils envisagent de remonter sur l'île de Majorque et de faire une escale dans une des nombreuses calas de la côte sud-ouest. De là, ils pensent repartir pour 120 milles de traversée jusqu'au port de Barcelone, pour ensuite longer la côte jusqu'au Cap Creux et enfin rejoindre leur port d'attache au Cap d'Agde. Pour Catherine, faire une traversée de nuit seule avec Guy sera une grande première. D'habitude, ils sont plusieurs pour faire l'écart. Et Catherine ne se sent pas capable d'assurer seule cette fonction pendant que Guy se repose dans sa couchette. Ils ont donc décidé que pendant qu'elle assurera son quart de nuit, Guy dormira dans le cockpit à côté d'elle. Le 17 août à 8 heures, le TAC quitte la marina d'Evissa. Le ciel est dégagé au-dessus du port, mais un peu nuageux sur l'ouest. La météo locale prévoit peu de vent avec un maximum de 10 nœuds et une mer calme. Météo France, de son côté, parle aussi d'orage, au large, mais cela reste très imprécis. Les jours précédents, ils ont déjà essuyé quelques orages au mouillage sans aucune conséquence. C'est donc sans appréhension qu'ils longent les côtes de l'île d'Ibiza par le sud-est, cap aux 50. C'est toute voile dehors et avec l'appui du moteur que le TAC progresse à 5 nœuds dans des vents encore endormis à cette heure-là. Vers 9h30, ils dépassent le nord de l'île et ont une vue sur l'horizon à l'ouest d'Ibiza. Le ciel a pris une couleur bleu-gris foncé et il est fréquemment barré d'éclairs. Guy ne s'inquiète pas plus que ça, car devant eux, au nord-est, l'horizon est dégagé et lumineux. Mais très vite, ils voient la mer changer d'aspect et des moutons apparaissent au loin. Ils rentrent aussitôt les voiles. Dans la minute qui suit, le coup de vent est sur eux. L'anémomètre passe de 6 à 30 nœuds en quelques secondes. Une pluie violente accompagne cette bourrasque et la mer commence à se former de façon étrangement régulière. La pluie arrive presque à l'horizontale. Dans ces conditions, le bimini et la capote sont peu efficaces et le couple est rapidement trempé. Catherine descend s'abriter dans le carré et profite de ce contretemps pour ranger le bateau, ce qui est bien nécessaire après ces 10 jours de navigation en famille. À l'extérieur, le tonnerre gronde, l'orage se rapproche, les éclairs zèbrent le ciel. Guy accélère le moteur car il pense qu'à pleine vitesse et en gardant le cap, le TAC devrait éviter le cœur de l'orage. Mais c'est la nature qui commande. Au bout d'une demi-heure, les éclairs et les coups de tonnerre sont de plus en plus fréquents. Tout à coup, un
quelques centaines de mètres du voilier, dans un bruit fracassant, la foudre touche l'eau. À l'abri sous la capote, Guy regarde avec inquiétude son bateau qui traverse le paysage apocalyptique à pleine vitesse sous pilote automatique. La foudre s'abat maintenant de plus en plus fréquemment autour de lui. Il est envahi par le stress. Il est maintenant persuadé que cela finira par lui tomber dessus. En effet, avec un mât métallique de 20 mètres de haut au milieu de cette immensité, il a l'impression d'être comme une mouche dans un verre de lait. Autour de lui, tout est noir. Il ne voit plus la côte, pourtant éloignée de seulement 6 ou 7 milles. Seul l'horizon devant lui est encore un peu clair. Crispé, sursautant à chaque éclair, il attend résigné le moment où la foudre va frapper le voilier. Il est angoissé, car tout ce qu'il a pu lire sur la foudre en mer, il ne l'a jamais réellement testé en conditions réelles. Il sait au moins qu'il faut éviter de toucher tout ce qui est métallique. Et son épouse, en bas, fait de même, car c'est la consigne qu'ils se sont donnée quand l'orage a débuté. D'habitude, pour relier le bateau à la terre, ils mettent une chaîne autour du mât, bien serrée, puis ils la passent dans les haubans et la laissent traîner dans l'eau. Cette fois-ci, Guy n'a pas eu le temps de la mettre, et il est maintenant trop tard pour le faire. Soudain, un bruit sec et violent le surprend, et une lueur venue du ciel l'aveugle. Il lève la tête juste à temps pour apercevoir un nuage de fumée jaunâtre qui s'éloigne déjà du mât. Il n'a même pas sursauté. C'était trop rapide. Il a à peine le temps de voir qu'il n'y a presque plus d'équipement électronique là-haut, avant d'appeler son épouse par la descente du carré pour s'assurer qu'elle n'a rien. Il constate que bien qu'elle ne paraît pas avoir été touchée par la foudre, elle semble choquée. En effet, il entend des pleurs qui lui parviennent du carré. Aucun d'eux n'ont ressenti de choc électrique, de cheveux qui se dressent ou de brûlures. Quant au bateau, lui, il avance toujours au même rythme et toujours au bon cap grâce au pilote qui semble continuer de fonctionner. Guy évalue les dégâts apparents dans le cockpit tandis que Catherine fait un tour d'inspection à l'intérieur. Dans le cockpit, l'écran du traceur ne fonctionne plus et tous les répétiteurs sont HS. Tout à coup, Guy a une grosse montée de stress, car il vient de s'apercevoir que la barre est bloquée et qu'il n'a plus la main sur le pilote automatique. Il lui est impossible de passer en mode stand-by, car plus aucune commande ne fonctionne. Heureusement, au tableau électrique qui se trouve à la table à cartes, la diode rouge du pilote est allumée, et quand Catherine coupe le fusible, Guy récupère les commandes. Guy, comprenez à la barre, veut s'éloigner le plus possible de cet orage qui ne semble pas vouloir se calmer. Il s'attend à tout moment à être de nouveau foudroyé. Catherine, à l'abri dans le carré, contacte son frère, Jean-Philippe. Il a l'habitude de naviguer avec Guy et il connaît bien le bateau. Au vu de la situation, il leur conseille vivement de se mettre à l'abri sur l'île d'Ibiza en opérant un demi-tour. Guy réalise que son beau-frère a raison. Pris dans l'orage, le temps lui avait paru long, et ne voyant plus la côte, il avait l'impression d'être plus éloigné qu'il ne l'était en réalité. Pour lui, c'est maintenant évident. Il vire de 180 degrés, Cap vers Ibiza. Pendant ce temps, son beau-frère appelle les 3 ports de l'île. D'abord la Marina d'Elissa, puis celle de San Antonin, de Portamani, et enfin la plus proche, qui se situe à moins de 10 milles du TAG, Santa Eulalia. Les 3 refusent de les accueillir, faute de place. Par chance, Jérôme et Esther, les amis du couple qui sont en croisière dans le coin, sur leur voilier, sont à l'abri devant le port de Santa Eulalia. Contactés par téléphone, ils conseillent à Guy de les rejoindre au mouillage où tout est calme. 1 heure et demie plus tard, quand le TAC arrive dans la baie, le vent est tombé et l'orage s'est enfin éloigné. Soulagés d'avoir rejoint sans encombre le mouillage, Catherine et Guy s'apprêtent à jeter l'ancre. Au signal de Guy, Catherine actionne la commande du guindeau. Mais rien ne se passe. Le guindeau ne fonctionne plus. Guy teste le propulseur d'étrave, mais sans succès. La plage arrière électrique est HS également. La foudre semble décidément avoir fait beaucoup de dégâts à bord. Jérôme et Esther arrivent rapidement pour donner un coup de main, et ensemble, ils ancrent manuellement le bateau. La manœuvre terminée, Guy appuie sur le bouton d'arrêt du moteur, mais visiblement, la commande ne fonctionne plus et le compte-tours reste bloqué à 2300 tours. Ne connaissant pas bien la procédure d'arrêt d'urgence du moteur, Guy ferme l'arrivée de gazole, ce qui provoque au bout d'un moment son arrêt
par manque de carburant. Bien que ce problème soit réglé, Guy reste préoccupé, sachant qu'en coupant ainsi le moteur, il ne pourra plus le redémarrer pour rejoindre le port où il espère trouver de l'aide pour réparer les dégâts subis par le TAC pendant l'orage. Guy contacte la marina de Santa Eulalia et explique la situation dans l'espoir d'obtenir une place à quai. Mais malgré son insistance, le port confirme son impossibilité d'accueillir dans l'immédiat par manque de place. Heureusement, Guy a plus de chance avec le concessionnaire espagnol. Celui-ci parle français et comprend parfaitement la situation. Il envoie à bord du TAC un électricien. Ce dernier se met rapidement au travail. Il change quelques fusibles et interchange quelques relais, ce qui rend la commande de démarrage à nouveau opérationnelle. Après avoir réamorcé le moteur, il est donc désormais possible de lancer le moteur si nécessaire. Étant vendredi soir et ne pouvant rien faire de plus avant lundi, Catherine et Guy passent la soirée à se détendre avec leurs amis à bord du TAC. Le lendemain matin, ils apprennent que leur fils Martin, qui venait à peine d'atterrir à l'île, a décidé de reprendre un vol et de les rejoindre sur le bateau dès ce soir. Quant à Catherine, ne se sentant pas de taille à aider aux réparations, elle fait jouer l'assistance rapatriement et rentre en avion le dimanche. Guy, qui reste seul avec son fils, commence avec lui les investigations dans les entrailles du bateau. Et une liste des dégâts est bientôt établie. Le lundi, muni de ce document, Guy appelle son courtier d'assurance qui paraît débordé. Celui-ci lui fait comprendre qu'il y a beaucoup de dossiers à ouvrir et qu'en plein mois d'août, le personnel est réduit. Guy insiste lourdement et en fin de journée, il a l'appel de l'expert. Il l'informe qu'il souhaite ramener le bateau au Cap d'Agde par ses propres moyens avec son fils et son beau-frère. Avant de donner son feu vert, l'expert veut les garanties sur l'état du bateau, ainsi que sur les capacités de l'équipage à ramener le bateau à bon port. Pour ce faire, il demande que le TAC soit sorti de l'eau afin d'examiner les œuvres vives et que le gréement soit inspecté. Pour le gréement, le fils de Guy grimpe au mât muni de son téléphone afin d'examiner et photographier l'état de la tête de mât. Là-haut, la foudre a laissé des traces, tout est noirci. Il n'y a plus d'antenne, la Nemo est cassée ainsi que la girouette et le feu de mouillage. Les réas, eux, ne semblent pas avoir souffert. Par précaution, ils descendent les drisses qui étaient à poste au moment de l'impact pour les contrôler. Heureusement, elles ne présentent pas de traces de brûlure. L'électricien, qui était venu dépanner les commandes du moteur, soupçonnait que l'alternateur était probablement mort, ce qui s'est avéré exact après vérification. Après l'accord de l'expert, un nouvel alternateur est commandé. Il est livré 2 jours plus tard et est remonté aussitôt. Guy démarre le moteur et c'est le soulagement. Cela fonctionne. La batterie moteur charge enfin. Sans cela, il aurait été imprudent de repartir pour 300 milles de navigation. Bien entendu, la VHF fixe a grillé, mais Guy dispose de 2 VHF portables de secours à bord. Le 22 août, le bateau est mis à terre dans la zone technique du port de Santa Eulalia. Les passe-coques sont examinées soigneusement. Heureusement, ils ne semblent pas avoir souffert. La coque est elle aussi minutieusement contrôlée. Il constate simplement une tache suspecte et irrégulière non loin de la quille. Mais, semble-t-il, rien d'alarmant. Le reste de la semaine se passe à essayer de réparer certaines fonctions électriques. Le gain d'eau, par exemple, a pu remarcher en chointant le compteur de chaîne et la télécommande. Le pilote, qui bloquait la barre dès qu'il était en mode navigation, est déconnecté, ce qui permet de retrouver l'usage du traceur. Et grâce à lui, il est désormais possible de voir la position du bateau sur la carte. Les autres informations, vent, profondeur, vitesse, surface, sont définitivement perdues. En prévision de la croisière retour, ils achètent une batterie de secours, des câbles de démarrage et des feux à pile pour remplacer les feux de navigation qui ont grillé. Jean-Philippe arrive le 24 en soirée. Dès le lendemain matin, les 3 hommes à bord du TAC appareillent en direction de Majorque. La mer s'est formée à la suite d'un coup de vent venant du golfe du Lion. Dans ces conditions, la halte qu'ils ont prévue au sud de Majorque sera la bienvenue. Après une bonne 50aine de milles parcourus, essentiellement sous voile, le TAC mouille dans la Cala Blanca. L'équipage est heureux,
car cette navigation a permis de confirmer que le TAC pouvait entreprendre la traversée vers la France sereinement. Il repart le lendemain en direction du Cap d'Agde. Le vent étant absent, c'est au moteur qu'il parcourt les 250 premiers milles. En doublant le Cap Creux, le vent se lève enfin et c'est sous voile que le TAC parcourt les 60 derniers milles qui les séparent du port. Voilà les amis, c'est comme ça que cette histoire se termine. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller regarder les autres épisodes de la série et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines publications. Pour tous ceux qui sont intéressés par le bilan de cette histoire, je vous propose que l'on se retrouve sur Patreon en cliquant sur le lien juste en description ou sur celui qui est épinglé en commentaire. C'est facile, gratuit et sans pub. Quant à moi, je vous souhaite de bonne navigation et vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires de mer. Allez, ciao les amis!